Minasama, coucou minasan, on va y aller pour une nouvelle petite série de kanji, comme d'hab. On like, on s'abonne, on en parle aux copains et on avance, on avance, on avance. Et on avance dans quelle direction? Eh bien, je vais vous le dire. Dans une direction capitaliste. What? Eh ouais. Alors, le premier kanji qu'on va voir aujourd'hui, c'est un kanji effectivement capitaliste. Alors, il commence par deux petites cornes là. Hop. J'ai dit deux petites cornes, les amis. Voilà. Ensuite, le trait 1. Hop. Ensuite, deux petites pattes. Le chiffre 8. Ok. Et en dessous, j'ai l'assiette qu'on avait vue il y a quelques temps. Osara. Ok. Tout ceci pour nous donner ce petit kanji là qui représente le bénéfice. Vous voyez, sa lecture on c'est eki comme dans rieki, un bénéfice, un profit. C'est pour ça que je disais qu'il était capitaliste. On a le masse qui veut dire l'augmentation de plus en plus. Mais bon, c'est assez rare comme lecture. On va plutôt l'avoir en kana cette expression. On peut avoir aussi la lecture yaku, mais qui est quand même vachement plus rare. Hein, voilà. Eki, rieki, zoeki, koeki. Vous voyez toutes ces lectures. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant comme lecture pour ce kanji. Donc, alors, avec les petites cornes, on peut imaginer un capitaliste un peu diabolique qui fera qui cherche le profit et qui cherche à faire en sorte que le 1 devienne 8. Il cherche à multiplier par 8 ses profits, peut-être. 8, ça peut être le taux d'intérêt auquel il prête de l'argent. C'est peut-être un usurier, notre capitaliste. Voilà, vous pouvez faire des petites histoires entre le 1 et le 8. Et l'assiette, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai pensé à l'assiette fiscale. Voilà. Si vous avez déjà fait des déclarations d'impôts, vous êtes peut-être posé ce genre de questions. Ou alors 1 sur 8, ça peut être une fraction, 1 sur 8, ça fait 12,5, un huitième. On peut dire que, imaginez un truc dans une assiette et que vous en prenez un huitième. Voilà. Vous pouvez imaginer que ça, c'est le taux d'intérêt sur votre camembert, votre part de gâteau, là, que prélève pour son profit la banque, par exemple, pour son bénéfice. Ça peut marcher. Je pense que je vais le retenir davantage comme ça. Ce petit kanji. Ok. Ensuite, le suivant. Ça c'est un kanji assez difficile, mais pour un mot qu'on trouve assez fréquemment. Alors, tac. Je fais juste un peu de configuration de mon côté pour voir les choses plus clairement. Voilà. Donc, il commence par le jour, soleil, le jour. Ensuite, je vais avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à, un petit peu au kanji à l'argent, l'argent, le métal, mais pas exactement, vous allez voir, parce que en bas, déjà en haut, on n'a qu'une seule boîte, donc vraiment cet élément-là ressemble vraiment à une clé pour moi, vous voyez, une clé avec l'endroit où on met son doigt, et en dessous les deux marques de la partie qui rentre dans la serrure. Donc pour moi, ça c'est vraiment une sorte de clé. Voilà. On le voit quasiment jamais cet élément, donc il n'en a pas fait un composant high-sig. C'est pour ça qu'il l'a gardé un peu vers la fin du bouquin. De toute façon, on va voir pas mal de trucs assez bizarres vers la fin, les choses qu'il n'a pas forcément réussi à bien catégoriser dans le reste. Bref, donc le jour, la clé. À droite, je vais avoir la boîte qui ressemble beaucoup au katakana ko, et en dessous, l'entrejambe. Ok. Tichon m'a reconnu mon petit caractère. Merci. Ce kanji-là se lit hima. Hima. Et c'est un mot assez utilisé qui désigne le temps libre, le fait d'avoir du temps libre, le fait d'avoir
rien à faire, de ne pas être occupé par le travail ou les études. Ah, ashita wa hima desu yo. Eiga o mini ikimashou. Hein, demain, j'ai rien à faire, demain je suis libre, allons voir un film. Hima. On a aussi itoma qui est beaucoup plus rare. O itoma, c'est une pause, un moment de répit, un moment où on peut souffler. Et on a aussi la lecture on qui est ka, qu'on trouve par exemple dans kajitsu. Non? Non, pardon. non, kyuka, pardon. Kyuka, qui veut dire une pause, une absence, un moment où vous allez vous reposer. Hein. Yasumu. Kyuka. Voilà. Hima. Le temps libre, c'est aussi un adjectif en a. Hein. Donc on peut dire Himana toki wa itsu desu ka? Quand est-ce que tu as un moment de libre? Himana toki wa itsu desu ka? Voilà. Donc, j'ai un jour, j'ai la clé, j'ai l'entrejambe et j'ai une boîte. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme histoire? Alors, les jours où... moi j'avais pensé, bon c'est aussi mes histoires de parents, mais bref, j'ai pensé aux enfants qui passaient trop de temps devant les jeux vidéo. Je me compte dedans, puisque j'étais un de ces enfants autrefois. Et puis bon, la question de trop, bref, c'est toujours relatif, mais bon, bref. Imaginons un parent qui trouve que ses enfants passent trop de temps devant les jeux vidéo quand ils ont du temps libre. Ok? Et bien j'ai pensé que ces jours-là, ils mettaient sous clé la Xbox, la boîte, là j'ai pensé Xbox, boîte, j'ai pensé console de jeux vidéo. Et ils la mettaient sous clé pour pas que les enfants passent leur temps avec la Xbox ou la console entre les jambes, là, sur les genoux. Enfin bon, je pensais à une Xbox portable, je crois pas que ça existe, plutôt la Switch. Posés sur leur voilà, assis avec ça, et que dans leur temps libre, leurs enfants fassent autre chose, et aillent dehors profiter du beau temps. Là aujourd'hui il fait un temps absolument magnifique. Voilà. Voilà la petite histoire que je m'étais faite avec le temps libre. Kanji assez compliqué avec cette clé là, cette jolie clé qu'on trouve au milieu. Ok, ensuite on va avoir une version légèrement déformée du sen de senmon, la spécialité, le spécialiste. On va avoir uniquement la partie supérieure. Alors je vais vous le remontrer, le senmon, il se fait comme ça. Voilà. Hop. Avec ça. Ça c'est le début de senmon, et en dessous j'avais la colle. Et un petit trait comme ça. Ou pas d'ailleurs, je n'avais pas toujours ce petit trait. Dépendait des versions. Là, on va juste avoir les premiers traits. Voilà, cette partie-là. Mais j'ai quand même au niveau du sens gardé l'idée du spécialiste, de la spécialité. En dessous, j'ai la direction. Ho, kata. Et à droite, j'ai le contremaître. Le chef de corvée. Le salopard. Voilà. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Oh, c'est dommage qu'il ne me l'ait pas reconnu, parce que j'ai pas trop mal fait pour une fois. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il m'intéresse. Je regarde pour plus tard. Celui-là. Waouh, ok, d'accord. Je me suis fourvoyé, pardon. Donc, je vais vous le trouver comme ça. Hop, ce petit kanji là, c'est étaler quelque chose. C'est le sens de ce verbe shiku. Et dont la lecture on est fu, qu'on trouve dans des termes un peu compliqués comme fusetsu, qui est le fait, c'est la pose de l'installation de choses au sol, comme
un chemin de fer, des tuyaux, voilà. C'est assez particulier. Mais ce shike, on le trouve pas mal. Donc quel mot on le trouve déjà? J'ai le shiki qui me... Comme... Ouais, voilà, furoshiki, exactement, c'est à ça que je pensais. Donc le furoshiki, hein, c'est les emballages en tissu qu'utilisent les Japonais pour emballer des petits cadeaux. Le furoshiki. Donc ça c'est super le furoshiki parce que c'est réutilisable, hein. C'est pas comme les emballages jetables qu'on trouve partout. Donc ça, c'est un aspect positif de la culture de l'emballage au Japon, contrairement à la culture moderne qui est assez toxique. Voilà, voilà. Donc, bon, pour en revenir à notre petit kanji là, donc on a des spécialistes, des directions et un contremaître. Alors, moi j'ai pensé que le contremaître c'était un spécialiste à l'origine et qu'avec tout ce qui lui était arrivé, toutes les aventures sordides que je lui ai fait connaître dans les autres histoires, c'est parce qu'il s'était étalé dans trop de directions. Il n'avait pas vraiment su ce qu'il voulait dans la vie, donc il a fait plein de choses horribles. Mais parce qu'il lui manquait un sens de direction, il s'est trop étalé. Donc voilà, l'idée de l'étalement, le fait de partir, de s'étaler comme la confiture dans 30 directions, je l'avais gardé avec l'idée de mon contremaître qui aurait mieux fait de choisir une spécialité et d'y rester, faire son travail plutôt que de venir embêter tout le monde. Ensuite, ça c'est un kanji qui... Le kanji qu'on va voir là, c'est un kanji fondamental, hein, qu'on apprend généralement en N5 ou N4 au plus tard. C'est toujours drôle quand ceux-là, on les voit des numéros énormes chez Heisig, alors que généralement, bon, quand on en vient à cette méthode, on le connaît déjà ce kanji. Mais c'est pas grave. Je vais d'abord vous le tracer, et ensuite on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Donc vous voyez qu'il y a le kanji pour pas encore, je ne l'ai pas très bien fait, je vais le refaire encore un peu mieux, voilà, avec des kanji un peu plus longs en deuxième position. Ensuite, j'ai deux petites cornes au milieu, et après je termine mon pas encore, hein, le mi de mirai, pas encore, auquel j'ai juste rajouté ces deux petits traits là pour fermer la boîte, on va dire, les deux petites cornes là pour fermer la boîte. Bon, ça c'est un kanji très 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 courant, puisque c'est le kanji du verbe kuru, venir. Venir, quelque chose qui vient, quelque chose qui va venir. On s'en sert aussi pour indiquer, par exemple, la semaine prochaine, raishu, la venue des clients, raikyaku, les clients qui viennent, rainichi, venir au Japon, etc. C'est le sens de ce rai qu'on trouve beaucoup. Lecture taille, jamais vu personnellement. Et sinon, c'est vraiment le verbe kuru, 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 venir, venir, qui est l'un des deux seuls verbes irréguliers du japonais, hein. Kuru et suru. Ce sont les deux seuls verbes irréguliers en japonais. Bon, après, il y a quelques verbes qu'on ne catégorise pas comme des verbes irréguliers, mais qui ont des petites variations parfois comme iku, mais ça n'a quand même rien à voir en termes d'irrégularité. Donc vraiment, celui-là, c'est venir, rai. On peut chercher à se faire des histoires, hein, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même vraiment un kanji archi fondamental, voilà, niveau N5. Donc, ça me semble pas essentiel forcément de se faire une histoire mnémotechnique. On peut quand même la faire à partir du futur, ce qui n'est pas encore arrivé, hein, le mi, là, pas encore. Donc, ce qui n'est pas encore arrivé, on peut se faire une histoire un peu sataniste, là, avec une bête à cornes, là, le démon. On peut imaginer que dans certaines versions de l'Apocalypse, on imagine que le démon qui n'est pas encore venu va venir, le démon avec ses cornes. Hein? On peut se faire une histoire comme ça. Et ça peut marcher. Le suivant aussi est un kanji archi fondamental qu'on apprend normalement très tôt. Donc si vous en êtes venu à cette méthode, vous le connaissez peut-être déjà. Donc d'abord on a une personne allongée. Ensuite j'ai un. Ensuite j'ai un crochet. Et ensuite j'ai une petite botte de foin, un petit fagot. Voilà. Ce kanji là,
On le voit peut-être dans sa première leçon de japonais d'ailleurs. C'est le ki de Genki. Allez bien. Hein, au Genki desu ka, est-ce que vous allez bien? Qui est d'ailleurs pas quelque chose que se disent particulièrement les Japonais dans la vie quotidienne. Mais bon, nous on le dit parce que on ressent le besoin de demander quelque chose. Est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous? Donc ce ki, ça représente en fait l'énergie mentale, l'énergie spirituelle. J'ai des bruits de micro. Ah, c'est très désagréable. Alors je vais essayer de les limiter. C'est embêtant. Tac. C'est bizarre ça si j'ai des bruits de micro. On va voir si comme ça marche mieux. Hein? Allons-y. Donc ça c'est le ki, l'énergie vitale, l'énergie que l'on ressent. Tout ça. Donc ce ki dans Genki, Genki, retrouver son énergie originelle. Bon, je ne sais pas trop d'où il vient ce mot. On le trouve aussi pour représenter le gaz, l'air, l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Un kiku, c'est un ballon dirigeable. Kitai, pas celui-là. Non. Voilà, kitai, c'est un corps gazeux. Du gaz, de la vapeur. Donc c'est un peu cette énergie fluide, ce fluide vital qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Voilà. Le ki. En fait, au Genki desu ka, ça peut se demander, mais c'est pas du tout aussi courant que chez nous, quoi. Nous, on dit tout le temps que salut, ça va. Tout le temps. On le dit après pratiquement chaque conversation. C'est pas du tout le cas au Japon. Ça peut même avoir une tendance à me dire ah bah t'allais pas bien, maintenant je te demande au Genki desu ka, est-ce que ça va mieux, quoi. Donc voilà. C'est juste moins courant. Mais personne ne vous en voudra que vous demandiez au Genki desu ka des Japonais. Je le demande moi-même à chaque fois. Parce que je ressens le besoin de demander quelque chose. Voilà, donc ce ki, l'énergie vitale, le gaz, tout ça, le fluide corporel, les boules d'énergie, si vous aimez les trucs genre Dragon Ball, il y a toujours des histoires de ki. C'est le kiai, qui est la force de combattre dans l'aïkido. C'est ça le ki, la concentration des énergies. Tout ça. Donc pour en revenir au ki, bon donc ça c'est aussi un kanji, comme ça va être du N5, vous allez souvent, la méthode Aisig, souvent on s'y met quand on a déjà pas mal étudié le japonais, donc voilà. Et donc ce kanji-là, généralement, on le connaît déjà. Mais si on veut se faire une histoire mnémotechnique, donc on a une personne allongée, on a un crochet et on a une botte de foin. On peut s'imaginer que la personne allongée, souvent je vois une espèce de maître esclavagiste. Vous savez, un riche romain allongé sur sa couche là, alors pendant que les esclaves s'affairent à l'éventer et à lui donner des grappes de raisin à manger, vous voyez. Et que en face un esclave doit mettre toute son énergie à ramasser les bottes de foin pour payer ses impôts, par exemple, pour servir son maître avec un crochet là. Peut-être le crochet sert à lever les bottes de foin. On peut se faire une histoire comme ça, c'est-à-dire qu'il doit bien en avoir de l'énergie. C'est l'énergie, ce kanji fondamentalement. Ce pauvre esclave pour supporter sa situation. Voilà. Le suivant,
on va le dériver de ce ki, de cette énergie, puisque on commence par les 3 traits de l'eau, et ensuite à droite on va avoir le ki de Genki, mais sans les traits de la fin. Une version un peu simplifiée, un peu comme dans du chinois simplifié. Vous voyez, on n'a pas la botte de foin à la fin, on a juste le reste. Ok, hop. Et celui-là, c'est un gaz particulier puisque c'est la vapeur d'eau. La vapeur. Voilà. Donc une fois qu'on a retenu que notre précédent kanji c'était l'énergie, la machine à vapeur, elle utilise l'énergie de la vapeur d'eau. On a l'eau qui devient du gaz, hein, c'est de l'énergie aussi, du gaz, tous les fluides invisibles, visibles ou invisibles d'ailleurs, comme l'air. Voilà, on peut se faire une histoire. La machine à vapeur, utiliser l'énergie produite par la vapeur d'eau qui cherche à monter pour faire toutes sortes de machines pour alimenter les moteurs, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal, quoi, la vapeur. Ce ki, donc il se lit aussi ki, on le trouve par exemple dans Kisha, qui veut dire un train à vapeur, voilà. Non, pas celui-là. Bon. Ah, Magas, pourquoi il veut pas me le mettre? Voilà. Kisha, le train à vapeur. On a aussi Kiteki, qui est le bruit du train à vapeur, enfin le bruit du sifflet du train, le sifflet du train fait par la vapeur. Ouhou, le chouchou, quoi. Le chouchou. Ok. Next one. Un très joli kanji. Mais effectivement assez difficile à catégoriser. Donc, on va avoir un crochet avec 2 petites ailes sur le côté. J'essaie de ne pas me tromper dans mon ordre des traits. Ouais. Ensuite, je vais avoir un élément qu'on n'a pas vu depuis quelques temps qui est la boîte à mesurer, qui va être mélangée avec le deuxième crochet avant de faire les 2 petites ailes. Pas du tout si ce que j'ai fait c'est le bon ordre des traits, probablement pas. À mon avis, on doit faire les 2 crochets d'abord. On va voir. Crochet, petites ailes, deuxième crochet, deuxième petites ailes, et à la fin je vais faire ça. Non, il ne le reconnaît pas plus. Ouh là là, j'ai vraiment dû faire n'importe quoi sur mon ordre des traits. C'est pas grave, parce que c'est un kanji aussi fondamental. C'est le kanji du verbe tobu qui veut dire voler ou sauter dans les airs. Hein? Ah oui, non, voyons, on fait d'abord le grand trait vertical, puis après les petits. Voilà, c'est là où je m'étais trompé. Allez, je vais le refaire pour vous. On va voir s'il me le reconnaît mieux là. Hop, hop, hop. Mon grand trait vertical. Oula, que j'ai fait un peu trop vertical. Un peu trop long. La fin de ma boîte, et après, la fin de mon truc. Et ouais, et là, il me le reconnaît. Bravo, Jisho. Merci de m'avoir corrigé. Donc, tobu ou ki, comme dans hikoki, un avion. Hikoki, littéralement une machine qui va dans les airs, qui va en volant. Tobu, tobasu, c'est envoyer, valdinguer, faire sauter dans les airs quelque chose. Qu'on peut utiliser d'ailleurs comme suffixe avec d'autres verbes. Voilà. Donc moi je vous avoue, celui-là, j'ai essayé de me le mémoriser plutôt visuellement. Je trouve que ça ressemble à 2 petites hélices. Hein, 2 petites hélices d'un avion à hélice. Si on en cherche un. J'ai plutôt cherché un avion avec... Voilà, un avion comme celui-là. Vous voyez, avec 2 hélices là sur le côté. C'est vraiment à ça que j'ai pensé.
comme image mentale. 2 hélices, voilà, et mon avion qui vole dans le ciel. Et voilà. Et après, j'y ai pas pensé davantage que ça. Ensuite, je vais avoir la clé de l'eau. Une petite couronne. Et ensuite, une version un peu déformée des jambes humaines qui marchent. Normalement, celui-là, il est à côté. Hein. Là, il est un peu vers le haut. Est-ce qu'il va me le reconnaître, là? Je vais bien de le faire partir de là. Ouais, là, il me le reconnaît. Donc, ça, c'est le kanji du verbe shizumu, qui veut dire sombrer. Sombrer, se noyer. Hein, sombrer au fond de l'eau. Et on a la lecture on-chin ou jin parfois. Par exemple, dans le mot chinmoku, qui veut dire un silence total. Hein, du silence, comme si tout était sous l'eau. Imaginez une mer silencieuse. Ce moku, c'est le kanji de damaru, se taire. Chinmoku. Et sinon, le verbe shizumu. Donc c'est vrai que, alors moi, par rapport à ce kanji, j'ai une histoire hyper particulière, hyper subjective, qui est liée à une chanson de Schubert. N'arrêtez pas la vidéo tout de suite, je vous assure, c'est intéressant. Bon, bref. Ces jambes humaines, là, je leur ai toujours associé l'idée d'un nain unijambiste. Ok, ça ne regarde que moi. Pourquoi? Je ne sais plus. Et il y a une chanson de Schubert qui s'appelle Le Nain, Der Zwerg en allemand, dans laquelle un nain est sur un bateau avec une reine la nuit et la reine, à la fin de l'histoire, à la fin de la chanson, se noie dans la mer, poussée par le nain. Voilà, une histoire très sombre, très improbable. Mais du coup, comme je la connaissais, je l'ai associée à ce kanji avec la couronne de la reine, le nain unijambiste, à qui, voilà, qui poussait la reine au suicide et la poussait dans l'eau du lac, et qui faisait qu'elle se noyait, qu'elle sombrait dans la mer. Voilà. Parfois, le destin fonctionne bizarrement. Vous avez des histoires très particulières que connaissent pas tout le monde et qui puis après peuvent se rattacher. Voilà. Donc si vous voulez écouter cette magnifique chanson de Franz Schubert, elle s'appelle Der Zwerg. C'est de la musique classique, bien sûr. Et voilà. Voilà. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus sur ce kanji. Pour moi, il est tellement lié à cette histoire. Mais donc le verbe shizumu. Après, il y a l'eau dedans, hein, donc vous pouvez facilement faire une histoire avec le fait de sombrer au fond de l'eau. Voilà. Ensuite, le suivant, j'aime bien aussi. Le suivant, il est beau, très beau. Pourquoi je trouve si beau? Je ne sais pas. Plus le mot que j'aime bien. À gauche, on a un arbre, du bois. À droite, encore une couronne et notre nain unijambiste. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal cliqué. Mon nain unijambiste et ma couronne. Ok. Enfin bref, mes jambes humaines déformées et ma couronne. Donc, mon nain unijambiste dans mes histoires. Voilou. Et le bois, l'arbre à côté. Tout ça pour nous faire le mot makura. Makura qui veut dire un... Le mot français ne vient pas. Un oreiller, voilà. A pillow en anglais. Un oreiller. Makura. Bon, forcément, les lectures on les trouve moins. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme expression? Ude makura. Ude makura, ça veut dire, regardez, voilà, c'est utiliser le bras de son partenaire pour en faire un oreiller. Ude makura. Et vous voyez que la pratique est tellement répandue et un peu peut-être fatigante pour les messieurs qui visiblement
servent souvent d'oreiller, qu'on peut s'acheter un oreiller qui permet de faire udemakura dedans, vous voyez. L'homme glisse son bras dedans et son partenaire, une femme, mais c'est pas obligé que ce soit une femme d'ailleurs, peut s'endormir doucement dessus. Voilà. Comment résoudre le problème du udemakura pour ces messieurs. Bref, makura, on a quoi? Makura moto. Hein, makura moto, qui veut dire près du makura, de l'oreiller. Voilà, donc l'oreiller. Moi j'ai pensé que alors, vous savez peut-être que les geishas, elles dorment sur, enfin les geishas, les maiko, sont été traditionnellement dormir sur des espèces de tout petits oreillers comme ça. Voilà. Pourquoi? C'était des espèces de briques en fait horribles, surmontées juste d'une petite chose comme ça, parce que ça devait leur permettre de préserver leur coiffure. Leur coiffure était maintenant on utilise plutôt des perruques, mais traditionnellement, je crois que c'était leurs vrais cheveux qui étaient arrangés comme ça avec de la cire. Bref, c'était un truc pas possible qui prenait beaucoup de temps à faire, et donc elles ne pouvaient pas le défaire. Et pour préserver leur coiffure, elles dormaient sur cette espèce de petite brique en bois. Donc moi j'ai gardé cette idée-là. J'ai pensé que pas les geishas, mais les princesses, tous les reines avec leur couronne là. J'ai repensé à ma princesse de mon histoire de Schubert là juste avant avec son nain unijambiste là. Eh bien, elle dormait, pour ne pas défaire sa coiffure, elle dormait sur un oreiller en bois comme les geishas pour ne pas avoir à défaire sa coiffure. Peut-être qu'elle gardait d'ailleurs sa couronne. Hein. Makura makure. Ah, ça je connais pas comme expression. Ah ben il faut que tu me fasses l'explication dans le chat. Makura makura. Voilà, voilà. Donc voilà pour notre petit makura. Ensuite, hop, on va avoir un trait. Ensuite, quelque chose qui ressemble au râteau qu'on avait vu. Et le trait du dessus, on va venir le croiser comme ça pour faire comme le 10 ou l'aiguille. Et en dessous, j'ai une femme. Voilà, voilà. Je n'ai peut-être pas bien fait l'ordre des traits. On verra. En tout cas, je connais ce mot, bien sûr, puisque c'est un mot assez courant. C'est tsuma, qui veut dire l'épouse. L'épouse. La femme de. L'épouse. Tsuma. Bon, non, je l'avais fait correctement. Bon, bref. Ah, c'est peut-être ma femme que j'avais. La femme en dessous que j'avais pas bien faite. Attendez. Je vais le refaire par vanité pure. Tac. Hop, hop. Ah oui, il veut d'abord que je fasse ça. Est-ce que là, il me le reconnaît? Ouais, là, il me le reconnaît. D'accord. Ok. Ok, mec. Bah non, en fait. J'avais fait le bon ordre des traits la première fois. Bon, c'est pas grave. Cette lecture sai, on la trouve moins souvent, mais par exemple dans le mot saikun, qui est une autre façon de dire. Hein, qui veut dire l'épouse, c'est un peu plus classique. C'est un peu plus. Ah ouais, c'est plus familier. Hein. J'avais vu ça dans un bouquin, mais je savais pas trop sur quel ordre de. Sur quel ordre de. Ah mais non. Voilà, c'est avec celui-là qu'on trouve. Hein. Sur quel ordre de langage ça se trouvait. Saikun, Saikun. Saishi, l'épouse et l'enfant. Bref, voilà. Donc, on a le râteau, 10 et l'épouse. Bon, moi, j'ai pensé à un grand seigneur polygame qui aurait eu 10 épouses. Et ouais.
et qui avait par ailleurs un grand château à l'époque féodale, et qui s'en serait se serait servi de ses épouses pour passer le râteau dans les jardins du château, parce que il y avait il y avait beaucoup de feuilles, voilà, et beaucoup de feuilles mortes. Donc voilà, c'est comme ça l'idée un peu macho que je m'étais faite dans la tête pour retenir cette idée d'épouse. Alors le suivant, il est encore pire niveau machisme. Je m'excuse évidemment, mais bon, je vous ai déjà dit, les idées un peu caricaturales, ça reste dans la tête, donc c'est facile. Voilà, là on va avoir à gauche la glace, quelque chose de congelé. Et à droite, j'ai donc mon épouse. Alors, ok. Ça, c'est le kanji de sugoi. Sugoi. C'est génial. C'est incroyable. Et ouais, sugoi a un kanji. Bon, on va le voir souvent, plus souvent écrit en kana sugoi, hein. Mais il vient de ce kanji qui, à l'origine, avait un sens plutôt négatif, hein. C'est comme quelque chose, voilà, quand on dit quelque chose est terrible, on dit ah cette fille-là elle est terrible, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois en avoir peur ou ça veut dire qu'elle est géniale? Je ne sais pas. Bah, c'est un peu la même idée avec Sugoi. On a d'ailleurs le Sugome, hein. Sugome, voilà, qu'on va utiliser avec le même kanji qui veut dire intimider, menacer. Donc c'est quelque chose dont on a peur. Et puis c'est devenu waouh quoi. Oh, c'est terrible, ah, c'est ouf quoi. Donc sugoi, c'est l'équivalent. Et donc, voilà, je me suis dit, j'ai pensé à, à Barbe Bleue, qui avait plein d'épouses, aux 7 femmes de Barbe Bleue, ces 7 épouses. Et j'ai pensé que le terrible Barbe Bleue avait eu l'idée géniale et terrible et impressionnante de congeler ses épouses, voilà, de les mettre dans la chambre froide dont il avait défendu l'accès à chaque nouvelle épouse, évidemment, avec cette petite clé là. Voilà, donc j'avais pensé à Barbe Bleue, j'avais pensé qu'il congelait ses femmes une fois qu'il les avait zigouillées, puisque s'il était terrible. C'est comme ça que j'avais retenu ce kanji pour sugoi. Voilà, voilà. Et coucou aux nouveaux arrivés dans le chat. Coucou Ayami Ske-san. Ensuite, le suivant. Ah, le suivant. C'est marrant parce qu'en refaisant ces kanji avec vous, je me souviens aussi, moi, du soulagement que j'avais à voir la fin. À me dire, oh là là, ok, ils sont compliqués, mais c'est pas grave. Il y en a plus que. Il y en a moins de 200 là à faire. Voilà. Donc, le suivant commence par un chapeau de forme. Ensuite, la bouche. Un trait qui la traverse, comme ça, qui la transperce. Hop. Et en dessous, j'ai une écharpe. Petit vêtement. Koromo. Voilà, voilà. Donc, chapeau de forme, bouche transpercée et écharpe. Ce kanji désigne le déclin. Si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi... Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Je me suis trompé. Ça, c'est un autre, ouais, pardon. Faut pas le confondre avec... ouais, justement, le kanji avec lequel je viens de le confondre, qu'on avait vu il y a quelques temps, qui était celui-là, qui voulait dire quelque chose de pathétique. Le pathos. C'était quoi son numéro à lui, d'ailleurs? Pam, 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 pam. C'était le 428. Ah oui, tu m'étonnes, on l'a vu il y a très longtemps celui-là. C'est fou. 428. Et on voit celui-là que maintenant. Eh bien les amis, ça vaut le coup de les revoir ensemble, hein. Le déclin.
moi, je m'étais fait toute une histoire. Enfin voilà, on a le verbe décliner, otoroeru, et sui, cette lecture on, qu'on trouve avec différents mots relatifs au déclin. Vous voyez, sui jaku avec la faiblesse, qui montre le fait que qu'on allait bien, puis que maintenant on va plus du tout bien, qu'on est devenu tout faible, qu'on a décliné. Bon, c'est quand même un mot assez compliqué, hein, on est sur du N1. Mais bon, otoroeru, décliner, se détériorer, la détérioration qu'on a avec ce kanji. Et moi, j'avais pensé au film Mort à Venise, qui est un vieux film mais absolument sublime, avec dont le personnage est une espèce de personnage distingué. C'est aussi un livre, hein, Mort à Venise, mais bon, qui est assez long. Thomas Mann, je crois, si je dis pas une bêtise. Et donc j'avais ce monsieur en chapeau de forme qui connaissait un certain déclin tout au long du film, parce que notamment il y a la peste à Venise à ce moment-là, dans, ce, dans cette histoire. Et donc j'ai pensé encore à lui qui regardait le soleil couchant avec la ligne d'horizon. J'ai pensé à la ligne d'horizon qui traversait le jour, le soleil couchant, là, avec ce symbole au milieu, hein, qui ressemble pas mal au jour, mais traversé. Et j'ai pensé à ce vieux monsieur bon, je vous spoil un peu la fin du film, mais à la fin il meurt. J'ai pensé qu'il mourrait sur la plage en regardant le soleil se coucher. Et que c'était son déclin à lui, le soleil qui décline. Voilà. Je me suis gardé cette image-là dans ma tête. Mais vous en trouverez une autre, vous. Mais voilà. Pensez bien aux éléments. Le chapeau de forme, l'écharpe et cette bouche traversée par un trait, ou peut-être ce soleil couchant. Vous pouvez le prendre aussi. Le suivant ressemble énormément. Mais la différence qu'on va avoir, c'est que voici le trait du haut va traverser. Ok? Traverser verticalement. Et à la fin, j'ai mon écharpe. Donc, oups, j'ai pas bien fait d'ailleurs mon écharpe. Voili, voilou. C'était bien reconnu. Ce kanji, qui se lit chu, désigne le plus profond de l'intérieur. J'ai pensé au fort intérieur de quelqu'un. Voilà. Et on trouve dans des mots comme sais-tu, qui est l'éclectisme, le compromis. Dans quoi d'autre on trouve celui-là? Il est un peu compliqué, hein. À part sais-tu. On peut avoir Chushin, vous voyez, mais c'est pas comme Chushin avec juste Naka qu'on a ici. Le centre, ça c'est juste le centre. Chushin avec le milieu. Et si j'utilise Chushin avec ce kanji là on est plus sur l'émotionnel. Hein. On est vraiment au plus profond de soi-même. C'est vraiment le sens de ce kanji, le plus profond de soi-même. Au plus profond de soi. Moi, j'ai encore pensé à Mort à Venise, à mon histoire pathétique de mon héros là qui mourait en regardant le coucher de soleil, qui déclinait en regardant le coucher de soleil. Donc, pourquoi je m'étais un peu groupé les trois notions qu'il y avait autour de ce kanji pour essayer de les distinguer, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, heureusement, le contexte nous aide beaucoup. Donc, celui-là, c'est probablement le plus difficile des trois, je trouve. Mais j'ai pensé, comme dans ce film magnifique, le narrateur éprouve des sentiments dingues pour un autre personnage, mais ne les laisse jamais voir. Tout ce que nous donne à voir le film et surtout le livre, c'est de comprendre ce qu'il ressent dans son fort intérieur, au plus profond de lui-même, dans son esprit. Donc je me suis fait cette histoire-là, pour essayer de retenir ce petit kanji-là. Le suivant, alors ça, hop, c'est un kanji beaucoup plus courant, ok, sur lequel on va avoir du mal à décomposer beaucoup.
Vous voyez, on a le 1, on a une espèce d'enclos là. On a quelque chose comme ça au milieu, que j'ai d'ailleurs très mal dessiné. Je vais le faire un petit peu mieux. Quelques efforts, s'il vous plaît, sensei. Voilà. Donc, moi, ce kanji, en fait, je l'ai vraiment retenu comme un picto. D'accord? En tant que tel. Je trouvais ça assez difficile de le décomposer parce que ces éléments à l'intérieur ne ressemblent pas trop aux composants qu'on a vus jusqu'à présent. Alors que c'est un kanji tout à fait courant. Ce kanji, c'est le masque. On peut se lire men, tout ça, quand on va le lire comme men, ça veut dire simplement le masque. Mais par extension, au-delà du masque, ça veut dire la surface, ce qui est visible. Et on sait qu'il y a quelque chose derrière le masque. On a par exemple le mot hyomen, qui veut dire la surface, le dessus, la face de quelque chose. Avec cet autre kanji qui se lit omote. Mais d'ailleurs, celui-là peut se lire aussi omote, ce qui désigne la face, la surface. On a aussi cette lecture tsura, qui n'est pas si rare que ça, qui désigne le visage plutôt, ta tête, mais souvent de façon un peu méprisante, vulgaire. On a beaucoup d'expressions qui dérivent avec tsura. Et sinon, cette lecture men, comme dans par exemple Kamen, le masque. Kamen Rider, c'était un héros déguisé des séries tokusatsu des années 70. Voilà, Kamen. Et dans le théâtre No, il y a le No-Men, comme ça. No-Men, le masque de No. Voilà. Kamen No-Men. Donc ce men, on le trouve dans pas mal de mots. C'est aussi le homo de omoshiroi. Omoshiroi, qui veut dire intéressant, rigolo, amusant. Littéralement, un masque blanc. Faudrait que je cherche l'étymologie. Pourquoi le masque blanc, le visage blanc, ça veut dire quelque chose d'intéressant. C'est rigolo. Donc moi, celui-là, pour le coup, ouais, pas beaucoup de conseils à vous donner en termes d'histoire. J'ai vraiment retenu visuellement. On voit qu'il y a 2 trous là sur les côtés pour les yeux, puis quelque chose au milieu et une espèce de couvre-chef, de petit chapeau. C'est ça le masque. Moi j'ai pensé que c'était ça le masque. Ça représentait une forme de masque avec un petit trou en bas pour respirer, 2 gros trous sur les côtés pour les yeux, et que ça ressemblait à un masque. Et le masque, on va le combiner avec de l'orge, Mugi, qu'on avait vu il y a quelques temps. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer par faire d'abord le masque, tiens. Je suis plus sûr de mon ordre de traits. Hop. Je fais mon masque, et ensuite, à sa gauche, je vais faire l'orge. Et surtout, je vais le faire continuer en dessous. Vous voyez cette forme particulière? Je ne connais pas d'autres kanji avec cette orge sur la gauche. Il y en a sans doute d'autres, mais voilà. Non, mais peut-être que visiblement, il fallait faire d'abord l'orge. Bon, on va voir. Celui-là, il se prononce men aussi, et c'est le... Hop, c'est... Voilà, c'est le men de ramen. Les ramen, et oui, les ramen, tout à fait. Donc, puisqu'il désigne... Ouais, non, on fait d'abord l'orge et ensuite le masque. Je vous ai un peu induit en erreur. C'est le fait qu'il continue comme ça sur la droite, ce dernier trait des jambes qui marchent en dessous, qui m'a un peu perdu. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le men de ramen. Et on le voit beaucoup sur les signes des restaurants. Dès que vous voyez juste men comme ça veut dire que c'est un endroit où on sert des nouilles. Comme dans la blague, c'est un monsieur qui rentre dans un restaurant asiatique et qui dit bonjour, est-ce que vous servez les nouilles? Et le serveur lui dit nous servons tout le monde, monsieur. Oh, 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 oh. Voilà. Donc le men de ramen, eh bien j'ai pensé que pour faire des bonnes nouilles, des bonnes ramen, il fallait utiliser une bonne farine d'orge ou de blé, bref, de céréales, quoi.
et, mettre un masque, surtout sur le visage, pour se protéger des éclaboussures de l'eau bouillante. Voilà. Donc j'ai imaginé que mes préparateurs de ramen avaient tous un masque, genre masque d'escrime, je sais pas quoi, qui leur permettait de se protéger des éclaboussures et de ne pas se brûler. Allez, zo. Ensuite. Ah, c'est marrant que celui-là, on le voit que maintenant. Bon. C'est marrant. À gauche, on va avoir le cuir, qu'on avait vu il y a quelques temps. Et à droite, on va avoir la transformation. Bakeru, bakasu. Ka de bunka, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps celui-là. Donc le cuir qu'on a transformé, on a transformé du cuir en quoi? Eh bien, je vous le donne en mille, en chaussures. C'est le kanji de kutsu. Voilà. J'avais des morceaux de cuir, je les ai transformés en chaussures. La messe est dite. Hein. Et kutsu, bon, la lecture K, on la trouve pas tellement, mais on trouve des combinés, comme par exemple nagagutsu, hein, les chaussures longues, ce sont des bottes. Donc si vous retenez déjà la lecture kutsu, vous êtes bien avec ce kanji. Le suivant, un petit peu plus compliqué à mémoriser. En haut, on va avoir le Far West, ou l'Ouest, hein, qu'on avait vu il y a quelques temps. Version un peu simplifiée du kanji de l'Ouest. En dessous, je vais avoir à gauche le cuir. Et à droite du cuir, la lune. Utilisé souvent pour des kanji qui désignent des parties du corps. Ok, il m'a reconnu, Dieu merci, parce que j'aurais mis un petit peu de temps à le retrouver par les clés et la prononciation. Eh ben oui, parce que ce kanji a une prononciation très basique qui est juste ha. Ha. Merci les prononciations on, voilà. Parfois haku, voilà. Et il désigne l'hégémonie, la suprématie, la domination des autres. Oh là là, difficile, hein? Difficile celui-là. Moi, j'avais pensé, pour vaguement essayer de le retenir, à la suprématie, à l'extermination des Indiens d'Amérique, des peuples natifs américains, dans l'Ouest, par les cow-boys. Donc j'ai pensé que les cow-boys, avec leurs bottes de cuir, avaient mis plusieurs lunes, plusieurs mois, à exterminer et à devenir hégémonique dans le Far West, en exterminant les pauvres populations natives qui n'avaient rien demandé. Donc on trouve des mots comme haken, l'hégémonie, avec le ken de kenni, hein, le droit, l'autorité. Voilà, mais ça c'est quand même un mot plutôt complexe, mais on le trouve. On le trouve quand même. Le suivant, beaucoup plus simple et ultra courant. Je commence par mon guerrier samouraï, mon gentleman samouraï, le chi de Bushi, là-haut. Et en dessous, je vais avoir une version un peu déformée de mon petit drapeau, de mon petit fanion. Bah oui, parce que j'avais un petit trait au milieu. Et ouais. Ce kanji-là, ouh, il n'a pas aimé comment je l'ai dessiné. Zut. Alors on va refaire. Peut-être parce que faut que je fasse d'abord le petit trait là. Ouais, je pense probablement. Hop. Petit trait dans mon petit drapeau, mon petit fanion. Voilà. C'est le kanji de la voix koe. Donc ça, c'est beaucoup plus courant comme kanji. Koe. Ah, koe ga kikoeru. J'entends une voix. Ou j'entends des voix si je suis un petit peu avec des problèmes dans ma tête. Voilà. Donc koe ou sei, qu'on trouve dans plein de mots, parfois chaud, mais non, c'est pas ce mot-là que je voulais.
Koe, koe. Seimei, une déclaration. Oui, kansei, des cris de joie. Voilà, sinon koe, hein, c'est déjà bien de retenir cette prononciation-là. Donc moi j'ai pensé que à un samouraï, comme dans les drames d'époque, les Jidai Geki. Là, l'autre jour j'ai vu le film Ran de Akira Kurosawa, qui est absolument sublime, et dans lequel les samouraïs ont tous des voix d'outre-tombe. C'est très difficile de comprendre ce qu'ils racontent, sachant que c'est en plus un langage archaïque, avec des gozaru dans tous les sens. Euh, donc, la voix de stentor, la voix de baryton, la voix de basse des bushi, des samouraïs, qui doivent faire entendre leur voix en tenant leur fanion, là, en tenant leur bannière, leur drapeau, et qui font entendre leur voix jusqu'à l'autre bout du champ de bataille pour qu'on entende leur déclaration de guerre ou ce qu'ils ont à dire à leurs soldats. Voilà comment j'ai retenu ce petit kanji pour la voix. Ensuite, je vais avoir toujours mon petit fanion un peu bizarre avec ce petit trait en plus là. Un petit drapeau. Et en dessous, je vais avoir l'œil. Ce kanji là, qu'on a retrouvé ici, c'est le kanji du sourcil. Le sourcil, mayu. Alors, on avait déjà vu un mot mayu qui était le cocon. Je crois que c'était dans la séance juste avant celle-ci. Là, c'est mayu qui veut dire le sourcil. Le sourcil. Donc on est au-dessus de l'œil. Donc on peut imaginer qu'un sourcil, ça ressemble à une sorte de petit drapeau, hein, au-dessus de l'œil. Une forme de drapeau au-dessus de l'œil. Un petit fanion comme ça, au-dessus d'un œil. Bah voilà, c'est mon sourcil. Je trouve que ça s'imagine, ça se comprend. Ok ? Ensuite, alors celui-là, il est un petit plus compliqué. Je vais avoir la bouche. Hop. Ni. Ensuite, je vais avoir une espèce de manivelle bizarroïde. Et en dessous, j'ai l'outil. Vous voyez, j'ai une espèce de manivelle. Ça me ressemble aux trucs qui servaient avant pour les... Enfin, qui servent à tourner, qu'on tourne pour remonter des volets pas électriques. C'était assez populaire dans les années 70. J'étais pas né, hein, je vous rassure, mais... Voilà. Ok. Ce kanji, c'est celui du verbe kureru. Alors vous vous êtes peut-être déjà pris la tête avec les verbes qui veulent dire donner en japonais, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Ageru, c'est moi je donne à quelqu'un, ou c'est un don qui va vers l'extérieur. Quand le don il vient vers l'intérieur, quelqu'un me donne quelque chose, on utilise le verbe kureru. Et on l'utilise aussi comme auxiliaire avec des actions pour indiquer tu fais ceci pour moi. Hein, Tasukete kure, aide-moi s'il te plaît. Sensei ga atarashii kanji o oshiete kuremashita. Le prof m'a appris un nouveau kanji. Il a fait ça pour moi. C'est le sens de cette forme te kureru. Quand des gens font quelque chose pour le locuteur. Ou pour les personnes de son cercle, de son groupe. Bref, donc c'est tu me donnes, le sens de ce kanji. Quelqu'un me donne, donner à moi. Pas facile, hein. Pas facile ce kanji. Je crois que j'avais pensé avec l'histoire de Manivelle, j'avais pensé à une sitcom que j'avais regardée il y a quelques temps. Où il y avait une histoire de Manivelle. Et ouais, où c'était des femmes qui étaient coincées dans un bunker. C'était une série comique, hein, mais il y avait une histoire de femmes coincées dans un bunker qui devaient tourner une manivelle. Donc c'était assez surréaliste. Parce qu'elles étaient sous l'emprise elles avaient été kidnappées par un homme qui se la jouait gourou de secte et qui leur faisait croire qu'à l'extérieur c'était la fin du monde.
Ça s'appelait Kimi Schmidt, cette série. Je sais pas si des gens l'ont vu. Je crois que c'est sur Netflix. C'était assez improbable, mais assez rigolo. Bref, donc moi, j'avais imaginé qu'elles devaient, pour avoir quelque chose à manger, à mettre dans leur bouche, ces femmes devaient tourner la manivelle toute la journée, qui était un outil assez désagréable à manier, et que le gourou allait leur donner quelque chose, donc allait leur donner à elles, voilà, cette idée de don, je l'avais mise là, à la fin de la journée, si elles avaient bien travaillé. Bref, ça voulait pas dire grand-chose, mais je l'avais à peu près retenu. Donc, donc voilà, on donne. Là, on va avoir exactement le même kanji à droite de la clé de la femme, justement. Les femmes. Hop, il est là. Ce kanji-là, qui va... Allez. Qui va se lire? Allez les amis, pourquoi tu mets 3 heures à me trouver mon petit kanji? J'espère qu'il n'y a pas eu de pépin. Hop. Bon, je ne sais pas si ça a coupé le live, on verra bien. En tout cas, on touche la fin au niveau du replay, puisqu'on n'en a plus beaucoup à voir pour l'instant. Donc, ce kanji-là, qui se lit Go, ok? Go, comme dans le mot Goraku, qui veut dire l'amusement, le divertissement, la récréation. Hein, on va lui affecter le sens de récréation, un petit moment de break. Donc j'ai pensé encore à mes femmes coincées dans leur bunker, hein, à qui l'espèce de gourou leur donnait à manger quand elles avaient bien tourné la manivelle. Donc en plus j'avais les femmes là, et j'ai pensé que ces femmes, elles devaient le reste du temps s'occuper, parce que elles s'ennuyaient pas mal, mais que les moments où elles tournaient pas la manivelle, c'était la récréation pour elles, et qu'elles faisaient des jeux de cartes, des choses comme ça. Bon, c'est pas dingue, hein, le divertissement, l'amusement, la récréation, voilà. Donc, avec mon idée de récréation, je vais la garder pour le prochain kanji. Là, on a la clé du langage, dire quelque chose, et à droite, on a le fait de donner à manger. Hein, me donner quelque chose, toujours avec ma manivelle là. Manivelle bizarre. Ce kanji-là désigne une erreur. Une erreur. On a le verbe ayamaru, se tromper, faire une erreur. Et go, ils nous l'ont mis au niveau N3. Je trouve ça ouf, parce qu'il est quand même franchement compliqué ce kanji. Moi j'aurais carrément mis au N1. Mais bon, bref, on a le verbe ayamaru, se tromper. Est-ce qu'on a goshitsu? Non. Goshitsugo? Non, voilà, goshitsu. C'est bien un mot ça. Non? Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas un mot ce truc. Désolé, je m'énerve. Ok, bon, je confonds avec autre chose. C'est pas grave. On a le verbe ayamaru. Gokai, un malentendu. Ah, ça c'est un mot super courant, vachement utile. Gokai. Et ah oui, sakugo. Sakugo. Une erreur, faire une erreur. Donc ouais, il est quand même... Gokai, c'est un mot très 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 courant. Sakugo aussi. Hein, on a Jiko, Sakugo, si je dis pas... Non, Shiko, Sakugo. C'est pas celui-là. Voilà, Shiko, Sakugo, pardon. Qui veut dire l'empirisme.
Bref, je suis parti dans des trucs bien compliqués. Une erreur. Voilà. Euh, Dire quelque chose, hein, à l'espèce de gourou là, qui allait apporter à manger à nos femmes dans leur bunker, eh ben, c'était une grande erreur, hein. Parce que, en fait, toute l'histoire dans Kimi Schmidt, cette série, assez anecdotique, mais quand même plutôt rigolote, c'est que l'héroïne, donc Kimi Schmidt, bah, elle a fait l'erreur quand elle était petite d'adresser la parole à ce gourou qui l'a kidnappée, l'a mise dans son van et l'a mise dans le bunker avec d'autres femmes. Voilà. Ça a l'air super glauque comme ça, mais en fait, c'est une série vraiment rigolote. Ça permet d'un peu d'exorciser les traumatismes liés à ces horribles histoires qu'on connaît. Le suivant, numéro 2049, et après on fera le 2050 et puis on s'arrêtera là. Donc le suivant, on commence par la clé de la végétation, des plantes, des fleurs, tout ça. En dessous, je vais avoir le kanji pour quelque chose d'achevé. Je ne sais plus s'ils me le font en un ou deux traits, peut-être en deux, je pense. Voilà. Mais mélangé avec le kanji de l'eau, mise. Vous voyez, là j'ai la forme du kanji de l'eau, mais là j'ai achevé, quelque chose de terminé. Ça ressemble aussi un peu à l'enfant, c'est quand même différent. En dessous j'ai encore un trait, puis 1, 2, 3, 4 petits traits qui représentent le feu. Ok. Tout ce kanji signifie cuire à la vapeur. C'est le musu de Mushiatsui. Hein, quand à l'été, vous dites ah il fait chaud et humide au Japon, on dit Mushiatsui, avec cette idée de vapeur d'eau hein, qu'il y a dans l'air. C'est quelque chose de suffocant, une chaleur suffocante parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Eh ben, on va s'y retrouver. Hein. Si on pense plus à l'eau pour cette espèce de bloubi-boulga au milieu là, que l'idée de quelque chose qui est complet, qui est complété. On peut penser que en mettant mes plantes, peut-être mes légumes, dans de l'eau et en mettant tout ça sur un plat sur le feu, ben, ça va cuire à la vapeur. Voilà. Et là, j'ai mon verbe mousseux. Exactement. Je fais cuire à la vapeur. Mais haricots verts peut-être. On a. Non, pas Juronetsu. Joki. Non. Joki. Hein, c'est de la vapeur aussi. Voilà, avec la lecture Jo. Voili voilou. Et le suivant, il est aussi assez compliqué visuellement, puisqu'on retrouve un peu le même élément qu'on a au milieu, mais encore plus complexe. Donc, quelque chose de complet, de terminé, plus l'eau, et 3 petits traits au milieu. Bizarre, hein, tout ça. Au niveau de l'ordre des traits, je suis complètement largué sur celui-là. Hein. Oh là là, je pense qu'on va plutôt le faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, il est reconnu. Ce très moche kanji, celui du verbe uketamawaru. Voilà, vous voyez, juste le kanji tout seul, plus le, ça donne uketamawaru. Bel exemple de prononciation kun. Hein, ça veut dire acquiescer, accepter quelque chose, répondre à un ordre, faire ce qu'on vous demande. On le trouve avec cette lecture sho dans l'expression shochiseru. Shochiseru, qui veut dire bien comprendre quelque chose et l'accepter. Hein, quand quelqu'un quand vous demandez un service à quelqu'un qui doit vous rendre un service, dans un commerce ou dans un konbini par exemple, il peut vous dire shochi shimashita. J'ai compris, je m'en occupe, j'accepte. Hein. Shochi shimashita. J'ai compris, c'est compris, je m'en occupe. Shochi. Uketamawaru. Voilà. Donc on est, ouais, ils nous mettent sur du N2. Parce que c'est vrai que cette expression shochi shimashita, shochi suru, on l'entend quand même pas mal. Elle est assez respectueuse et assez coincée. Hein. Vous n'allez pas dire ça à votre petite sœur qui vous demande
de lui passer une gomme. Voilà, voilà. Donc voilà, on va quand même terminer là-dessus. Comment on va l'apprendre ce shochi? Shochi. Donc j'ai de la... Je sais plus trop de l'histoire que je m'étais faite là-dessus. Moi j'ai quand même pas mal pensé à l'enfant là. Hein, parce que ça ressemble quand même à Kodomo au milieu, hein, même s'il y a 2 traits en plus. Donc j'ai pensé à un enfant. Et j'ai pensé que c'était qui jouait avec de l'eau. Et qu'il en foutait un peu partout. Et je lui dis, non, joue pas avec l'eau, tu vas en mettre partout. Et que la deuxième fois, vous voyez 2 en dessous, ou la troisième fois, bref, ça fait plusieurs fois que je lui dis, ne joue pas avec l'eau, non ma petite, ne joue pas avec l'eau, tu en mets partout. Et que il a fallu que je répète ça bien 3 fois, ou 2 fois, pour qu'il me dise, bon d'accord, j'ai compris, et qu'il accepte d'arrêter de faire des bêtises, à jouer avec de l'eau et à en mettre partout. Voilà, la petite histoire que je m'étais faite. Et on continuera la prochaine fois.